Je suis ravi donc de me joindre à vous. Je n'ai pas pu quitter les débuts de ma vie des PowerPoint et j'ai de grande qualité. J'ai envie d'embrayer sur ce qui vient d'être dit à propos de l'ITA, puisque j'ai eu la chance de parler au début de l'ITA et présenter l'administration. L'une des préoccupations que nous avions dès le début, c'était quelle serait la réalité de la participation de la société civile dans les pays à ces instances qui devaient être le miroir local du conseil d'administration qui, au niveau national, est tripartite avec et que de la société civile. Et nous avons constaté que, en la matière, il y avait deux difficultés. La première était que certains États avaient fait l'intention de faire semblant d'avoir des organisations de la société civile, c'est plutôt des ONG que de vrai. Et la deuxième difficulté était... Vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce que vous m'entendez mieux si je rapproche le micro là? C'est mieux? Est-ce que vous entendez mieux là? Ça va, continue. C'est un peu mieux? D'accord. Oh, ouais, c'est bon. Je recommence? Oh, c'est bon, oui. Non, je disais donc que une des difficultés qu'on a aperçues dès le début de l'ITIE, c'était le risque que les comités créés dans chaque pays, qui doivent être tripartites, État, société civile et entreprise, ne soient que des fictions par la volonté de certains gouvernements qui n'apprécient pas beaucoup la dépendance d'esprit des ONG. Le problème a été réel. L'Azerbaïdjan était le premier pays à bénéficier de l'ensemble de la procédure, mais a complètement biaisé le dispositif de représentation de la société civile. Et d'ailleurs, on a fini par s'en apercevoir, puisque l'Azerbaïdjan a fini par être exclu de l'ITIE, mais après un désastreux début où il a été reconnu même comme exemplaire. Ça, c'est le premier risque. Et le second, c'est la difficulté d'avoir des représentants de la société civile qui maîtrisent les aspects techniques qui résultent des expertises faites par les consultants qui sont invités à apporter des jugements sur la sincérité des comptes des entreprises et des comptes des États rapprochés pour identifier des pertes, enfin des pertes en ligne, des corruptions. Et là-dessus, je pense que des progrès ont été faits, mais il reste qu'on ne peut pas attendre d'ONG qu'elles deviennent des équivalents de Cour des comptes au niveau du professionnalisme, de la capacité d'analyse de dossiers extrêmement complexes. Donc là-dessus, je pense que c'est un travail collectif tel que celui que nous avons entrepris avec ces webinaires, qui permet justement d'échanger et d'arriver à en faire créer un degré de vigilance à la fois sur ces aspects politiques et sur ces aspects techniques. Et bien sûr, il appartient aussi aux différents pays, dans les différents pays, aux sociétés civiles, lorsque les pays n'ont pas rejoint l'ITIE, je pense par exemple au Maroc, qui est un gros enjeu, de faire la pression nécessaire pour que ce pays rejoigne l'ITIE. Ma deuxième grande réflexion que je voulais partager avec vous ce matin en conclusion, c'est que sur ce sujet, le secteur minier et sa gouvernance et ses impacts en termes de responsabilité sociétale et environnementale, on est arrivé à un degré de réflexion internationale qui reconnaît que c'est un sujet extrêmement critique, important, et non seulement en termes de corruption, mais en termes d'impacts sociaux, environnementaux et politiques. Mais en même temps, on se rend compte que le problème a été divisé sous des angles différents, avec maintenant une profusion de normes. Une profusion de normes qui l'aborde sous l'angle de la corruption, sous l'angle de l'environnement, sous l'angle social, la question c'est comment on peut arriver à construire à partir de là une vision d'ensemble. C'est l'objet de ces webinaires, c'est justement de faire toucher du doigt à l'ensemble des participants la diversité des normes, leur ambition
et en même temps leur côté fragmenté, et inviter ceux qui ont participé à ces séminaires à jouer les rôles d'ensembliers. Et c'est là que les conseils économiques sociaux, culturels, environnementaux, les noms varient, ont indubitablement un rôle à jouer, puisque placés auprès des gouvernements, indépendants des gouvernements, en tout cas c'est ce que nous espérons, ils sont composés de points de vue exprimés potentiellement de façon très diverse. Il y a les représentants du monde patronal, du monde syndical et de la société civile. Dans certains cas, les États en font partie par l'intermédiaire de fonctionnaires. Et c'est cette diversité qui peut probablement amener à construire une représentation globale des enjeux du secteur minier. Et l'une des occasions qui s'y prête particulièrement, c'est le moment où ces conseils économiques sociaux et environnementaux sont saisis de lois relatives au secteur minier, qu'il s'agit de code, ou qu'il s'agit de lois de protection de l'environnement, ou qu'il s'agit de lois de protection à objectif plus largement de protection sociale et de développement économique. C'est tous ces donc aux conseils économiques et sociaux de faire ce travail, qui n'est pas, comme je l'ai dit, un travail simple, mais j'espère vraiment que ces séminaires, ces webinaires plutôt, ont donné quelques outils qui leur permettront de continuer de construire leur pensée en la matière et de partager avec d'autres à l'occasion de rencontres qui peuvent se faire notamment dans le cadre de l'Union des CES africains, ou de l'Union des CES de la francophonie, dont j'étais jusque ces jours derniers le secrétaire général. Vous aurez toujours la possibilité aussi de vous appuyer sur RSE et PED, qui, comme vous l'avez vu, est une association portée à bout de bras par quelques personnes talentueuses et pleines de conviction et d'engagement, notamment évidemment Joël Brouillet. RSE et PED proposent beaucoup d'outils gratuits, notamment une newsletter que vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous abonner, que vous pouvez enrichir de vos propres informations. Et ils organisent d'autres webinaires auxquels vous pouvez vous associer. Et je terminerai sur ces paroles en remerciant l'ensemble des participants et tout particulièrement l'animatrice Joël depuis Shanghai, qui a montré que la réflexion sur les codes miniers pouvait être intercontinentale. Voilà, j'ai terminé, je vous salue tous. Merci beaucoup Michel. Oui, merci beaucoup pour cette conclusion et pour l'appréciation aussi sur le travail de RSE et PED. Monsieur Diabaté, je vous redonne la parole pour conclure également le webinaire et puis après nous pourrons peut-être fermer le webinaire et la salle virtuelle. La parole est à vous. Ah, je crois qu'on a perdu Monsieur Diabaté. Ah oui, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Alors, je vais reprendre la parole. Je vais alors, ouais, je vais peut-être conclure à sa place. Donc, merci beaucoup, Monsieur Michel Doussin. Donc, quand vous dites que vous étiez jusqu'à quelques jours encore le secrétaire général du lycée, donc oui, peut-être vous pouvez nous donner une précision. Et puis, voilà. Et puis après, donc pour conclure sur la session, sur le webinaire et sur les webinaires en général qu'on a fait sur le secteur minier. Donc tout d'abord, on a pu voir qu'il commençait à y avoir un cadre soit continental pour l'Afrique, ou soit voire au niveau de sous-région, hein, pour mis en place par des institutions donc régionales pour
pour en fait un développement du secteur minier qui soit durable d'un point de vue social et environnemental. Donc en particulier, donc des intervenants dans des webinaires précédents ont insisté donc sur la vision minière africaine ou VMA. Donc on a eu aussi des intervenants dont Nadine aujourd'hui qui ont insisté sur les directives de la CEDEAO. Donc ça concerne l'Afrique de l'Ouest uniquement. Et donc Nadine a aussi présenté donc le travail de lobbying d'Oxfam et j'imagine d'autres organisations de la société civile pour en fait un véritable code régional plus intégré donc sur les mines. Ça c'est une première chose. Donc l'importance des outils ou des instruments continentaux ou régionaux et l'importance aussi de la concertation régionale pour être sûr en fait qu'il n'y a par exemple pas de bradage entre guillemets des ressources minières et qu'il y a une bonne concertation au niveau donc des régions d'Afrique ou du continent africain. Donc dans les autres enseignements je dirais marquants de ces webinaires, c'était aussi l'importance essentielle de la coordination et de la synergie en fait entre le secteur minier des grandes entreprises, des grosses mines, le secteur minier donc formalisé, industrialisé, et le secteur en fait de l'orpaillage. Qui est un secteur informel, qui peut poser certains problèmes et qui en même temps est essentiel pour le développement économique de l'Afrique parce qu'il est très inclusif en termes d'emploi, il est très important en termes d'emploi. Donc il y a une nécessaire en fait coordination et synergie entre ces secteurs d'un côté industriel et de grandes entreprises et de l'autre côté le secteur de l'orpaillage plus informel et en fait de personnes individuelles qui essayent de survivre avec la mine. Alors aussi, donc on n'a pas pu écouter Aïda, mais on vous renverra le lien vers son enregistrement. Mais donc Aïda souligne donc dans son enregistrement donc l'importance des femmes au niveau de la prise en compte de la dimension genre au niveau du secteur minier. Et entre autres, elle rappelle le fait que les femmes sont très peu présentes dans l'emploi dans les mines. Donc je crois que c'est le chiffre est de 5%, ce qui me semble vraiment très faible. Et donc il y a vraiment un travail à faire pour mieux intégrer les femmes dans le secteur minier. Donc ça c'était un autre élément fort aussi. Et dans les autres éléments aussi donc on a vu aujourd'hui, donc j'en dirais deux pour aujourd'hui, je dirais d'une part donc l'importance des acteurs de la société civile pour être sûr qu'au niveau local, non national, mais aussi au niveau local auprès de chaque mine, les droits et les intérêts des communautés minières soient bien pris en compte par les sociétés minières et qu'il y ait de la concertation, du dialogue dans les deux sens, de manière continue et harmonieuse et efficace, donc entre les sociétés minières et les communautés minières riveraines. Et le rôle de la société civile donc pour ce dialogue est essentiel. En même temps, M. Doussa a bien rappelé que la société civile ne pouvait pas forcément émettre des avis d'experts qui reviennent par exemple à la Cour des comptes sur les comptes des sociétés minières. Et après, donc la dernière chose, toujours sur les communautés minières, c'était donc l'importance des mécanismes de concertation. Ça revient un peu à ce que j'ai dit. J'ai déjà dit. Voilà.